Mesdames et messieurs, bonsoir. La prochaine élection présidentielle, celle de 2021, occupe depuis quelques mois maintenant et vampirise tous les débats politiques au Bénin. Au cœur des préoccupations, le parrainage des candidatures présenté par certains comme un instrument d'exclusion. Qu'en sera-t-il réellement? Notre invité du jour répondra à la question. Il reviendra également sur la date de prestation de serment du prochain président de la République que visiblement les dernières retouches de la Constitution ont modifié. Nous lui demanderons bien entendu pourquoi. Et un an après la fin du dialogue politique tenu en octobre 2019, les conclusions mises en œuvre ont-elles satisfait les différents participants? Orden Aladati essaiera de répondre puisque c'est lui, député, membre du bureau politique de l'Union progressiste et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui est notre invité. Orden Aladati, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. Avec moi pour conduire cet entretien, Christian Adandéjan de la chaîne sœur Canal 3 Bénin. Christian, bonsoir. James William Mbagidi, bonsoir. Orden Aladati, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Député à l'Assemblée nationale, membre du parti Union progressiste et de surcroît, vous êtes le président de la commission des lois. Sous votre direction, eh bien, il y a eu beaucoup de lois votées, notamment les lois électorales. Au cours de cet entretien que nous aurons, eh bien, on reviendra sur un ensemble de principes. Mais avant, l'actualité nationale est dominée depuis quelques jours par la présidentielle de 2021 avec cette annonce que nous avons apprise. Le chef de l'État, Patrice Talon, envisage rempiler en 2021. Il est candidat à sa propre succession et il l'aurait confié à un certain nombre de ses proches. Vous y étiez? Vous confirmez l'information? Oui, même si j'avais l'information, ce ne serait pas à moi de vous le dire sur ce plateau. Je pense que le chef de l'État a dit à la face du monde, à travers une interview accordée à Jeune Afrique, qu'il avait déjà pris sa décision. Il a dit. Donc, attendons-le. Il a le timing nécessaire. Il a un contrat avec son peuple. Et il sait le moment opportun pour donner ce genre d'informations à son peuple. Et il le fera. Je pense qu'il le fera. Oui, justement. En attendant qu'il le fasse, est-ce que Patrice Talon a véritablement l'intention de revenir en 2021, d'être candidat? Personnellement, c'est mon souhait, mais moi, je voudrais lui laisser la primeur de sa décision, puisqu'il a dit qu'il avait déjà pris sa décision et c'est une évolution. Il nous avait dit qu'il avait avisé et qu'il avait pris sa décision. Et par rapport à cela, c'est très bien qu'il ait déjà pris sa décision. Le timing pour informer son peuple, je pense qu'il vaut mieux lui laisser cette primeur. Mais on est à 6 mois de l'élection présidentielle, 6 mois seulement, dirons-nous. Le chef de l'État qui entend peut-être ne pas être candidat, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'il va faire, il pourrait avoir besoin de désigner un dauphin. Et tout ça, à 6 mois, on ne sait toujours pas quelle est cette décision. Ce peuple à qui il promet de s'adresser, est-ce que ce peuple n'est pas laissé sur sa faim dans ces conditions? Un peu, et c'est pour ça que je souhaite que le chef de l'État puisse, dans son timing, dans son emploi du temps, préoccupé par donc le PAG, qui est toujours en cours, qu'il puisse trouver le moment de porter cette décision-là à la face de son peuple et à la face du monde. Oui, justement, on se rappelle les propos du chef de l'État. Patrice Talon, on ne le voit pas, mais souvent quand il sort, il y a souvent de ces annonces, de ces prises de position. On se rappelle qu'il avait promis, il y a de cela 5 ans, 4 ans et demi en arrière, qu'il ferait un seul mandat et qu'il prouvera à son peuple qu'en 5 ans, on peut faire le job. Qu'est-ce qui a changé entre-temps si éventuellement il était candidat? Beaucoup de choses. Prouver à son peuple qu'en 5 ans, on peut faire le job. Tout le monde est en train de constater qu'en 4 ans, le job est avancé. Tout le monde le constate de toutes les façons. Si ce n'est que pour ça, je pense que le président Patrice Talon est en train de remplir son contrat vis-à-vis de ce peuple. Mais il se fait que par rapport à l'intérêt de ce peuple et de ce pays, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Quand il a dit qu'il avait fait un mandat unique, c'était dans une perception globale de ce que pourrait être la réforme du système partisan au Bénin. Il a dit, par exemple, que les partis devraient être réformés. Et il est parti surtout de l'idée selon laquelle, quand on est homme et qu'on prend le pouvoir, la préoccupation essentielle, c'est de voir comment on veut remplir. Et ça, c'est commun à tous les hommes sur Terre.
Et puisque lui-même, il est un homme, il a dit que dans son projet de révision de la Constitution, qu'il souhaite que les présidents qui vont se succéder les années à venir puissent faire chacun un mandat. Ce qui leur permettra de prendre parfois des décisions difficiles, mais qui sont nécessaires pour notre évolution et notre vie en commun, l'efficacité de la démocratie. Mais ce projet n'a pas prospéré. Tant entendu que ce projet n'a pas prospéré, il a dit dès le lendemain donc, du rejet du projet de révision de la Constitution qu'il allait aviser. Et quand vous lui avez posé la question, il a dit que là maintenant, c'est du passé et qu'il allait aviser. Il a reconsidéré sa position. Il a dit qu'il allait aviser. Mais aujourd'hui, personne ne demande. Et le président Patrice Talon a dit qu'il allait aviser. Quel est le sens de sa décision? Là maintenant, il a pris la décision. Mais on s'arc-boute sur le fait qu'il ait dit qu'il allait faire un mandat. Le contexte n'est pas le même. Et puis de toutes les façons, il faut se féliciter qu'au Bénin, le débat ne s'achoppe pas sur le fait qu'un président veuille briguer un troisième mandat. Vous regardez un peu dans la sous-région, c'est ce qui est reproché à certains chefs d'État en Afrique aujourd'hui. Au contraire, à travers son projet de réforme de la Constitution, il a cimenté les questions qui sont des questions qui sont abondamment agitées aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur la question de la nouvelle République, puisque la Constitution là-bas a bien dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais il se fait simplement que du fait de la réforme de la Constitution, l'interprétation qui est faite aujourd'hui par le président en exercice, c'est que nous sommes dans une nouvelle République et que le président en exercice pourrait remplir. Nous n'en sommes pas là. Au contraire, nous avons révisé la Constitution. Aujourd'hui, on a cimenté que la Constitution que nous avons révisée n'implique pas une nouvelle République. On l'a dit clairement, on l'a anticipé. Donc, il faut se féliciter que ce pas de géant a été fait dans le sens de la consolidation de la démocratie au Bénin. Et puis, donc, pour ce qui est de l'intérêt du peuple, moi, mon souhait, je l'ai dit sur ce plateau, c'est que le président se décide à être candidat à sa succession. Il a dit qu'il a pris sa décision. Donnons-le le temps. S'il se décidait, vous allez l'accompagner dans cette décision, vous allez le soutenir, vous allez approuver sa candidature. Approuver sa candidature, vous dites? Oui. Mais nous souhaitons fortement écouter ce que disent nos concitoyens. Mais écoutez les concitoyens, c'est ce que demandent les concitoyens. Et je suis membre d'un parti politique. Oui, alors, quand vous posez vous vous posez cette question, ça m'embarrasse un peu, parce que moi, j'ai mes aspirations personnelles et profondes par rapport à ce genre de questions, mais tant que nous n'allons pas discuter globalement et collectivement et que la décision est prise au niveau du parti, il m'est difficile de m'aventurer au-delà d'un certain seuil. Mais moi, je dis, si moi je dois écouter mes concitoyens, il faut, et j'espère, puisque là maintenant, le président de la République n'est plus à réfléchir. Il a dit qu'il a pris sa décision. J'espère fortement que cette décision-là, c'est qu'il accepte que ça aille dans votre sens. C'est vrai que vous parlez de nos concitoyens. Et dans ce lot de concitoyens, il y a certains qui estiment que l'exemple doit venir du haut. Que fait-on de la parole donnée quand on dit qu'on peut faire un mandat unique? Mais la parole donnée, c'est Patrice Talon. Mais au-delà de Patrice Talon, il y a l'ensemble du Bénin. Et par rapport aux enjeux actuels du développement et d'efficacité que nous avons, il arrive des moments où les volontés individuelles devraient s'effacer face aux enjeux. Donc, quand le devoir vous appelle, parfois, vous ne pouvez pas y déroger. Et je pense que donc, dans l'état actuel donc, de la transformation sociale, de la transformation économique et des réformes que nous sommes en train de faire au Bénin, il serait très bien que cette œuvre-là puisse continuer de façon à ce que les choses soient davantage consolidées. Et je crois que le président de la République va écouter. Il a pris sa décision et je pense et quelque chose me dit que cette décision-là doit être dans le sens de ce que demandent nos concitoyens. Vous avez évoqué la tentative de révision de 2017 qui n'a pas prospéré et suite à laquelle le chef d'État a décidé, comme il a dit, d'aviser. Mais certains estiment que l'échec de cette tentative de révision n'induit pas forcément pour lui la décision ou de changer d'option. Et en plus de cela, vous avez eu la possibilité, et vous l'avez encore, de réviser la Constitution aujourd'hui et d'introduire la question du mandat unique. Le chef d'État l'a dit à nos confrères de Jeune Afrique, il croit toujours en toutes les vertus qu'il a prêtées au mandat unique
Pourquoi déjà n'avoir pas décidé donc de faire fi de cet échec-là, de la tentative de révision de constitution, et donc de rester dans la même dynamique? Et deuxièmement, pourquoi n'avoir pas introduit, quand la possibilité en a été donnée, le mandat unique dans la constitution? Vous savez, l'enjeu n'est pas Patrice Talon. L'enjeu, c'est le Bénin. Et je pense que beaucoup croient que l'enjeu, c'est Patrice Talon. Patrice Talon, il est de passage. Il a une mission. Il va nous aider à remplir cette mission. Il est de passage. L'enjeu pour nous, c'est le Bénin. Et quand on vise le Bénin, on comprend exactement. Chacun n'a qu'à faire un exercice, fermer les yeux et mettre un peu le président Patrice Talon de côté par rapport à toute l'architecture que nous sommes en train de monter, par rapport à toute la dynamique. On verra que les mesures qui sont prises aujourd'hui, les décisions qui sont prises, les lois qui sont votées vont dans le sens donc, de la consolidation donc, de notre lien national et de la consolidation d'une plus grande efficacité de notre démocratie et donc du développement. Donc, vu de ce point de vue, la petite personne donc, de Patrice Talon, à partir de cet instant, ne compte plus pour moi. Et voilà, donc, et si vous savez ce que c'est que la portée de la mission, on doit le percevoir comme enjeu, en tant que renoncement. Vous ne pouvez pas savoir. Quand j'entends certaines personnes parler de ceux qui appuient le programme d'action du gouvernement, qui soutiennent les réformes, ils se projettent dans leur monde à eux, de ce qu'ils ont fait, donc de leur proximité avec le pouvoir, et c'est ce qu'ils projettent pour ceux qui sont donc dans l'entourage immédiat du président de la République aujourd'hui. Et je pense que la postérité est là, on fera le point et on fera la part des choses. Et donc on ne va pas s'arc-bouter sur le président Patrice Talon, regardez les réformes et voyez si c'est bon pour nous. Est-ce que ça permet de régler les problèmes que nous avons identifiés comme étant des freins majeurs à notre épanouissement collectif? Si donc ce que nous faisons apporte des réponses, peut-être qu'on peut améliorer, et donc à nos errements du passé, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller et ne pas s'arc-bouter sur ce qu'un homme a pu dire en un moment dans un contexte donné, le contexte étant changé, les enjeux de développement, les enjeux d'efficacité de notre démocratie exigent que l'on puisse continuer dans un certain sens. Je pense qu'on se donnera les moyens de continuer. Parlant des réformes, on est passé à l'assainissement du système politique béninois avec la réforme du système partisan. Alors, si on vous demandait, depuis la mise en œuvre de cette réforme à ce jour, à travers les différentes élections que nous avons eues, les législatives de 2019 et puis les communales de 2020, est-ce que vous avez senti cette réforme véritablement portée? Parce qu'il y a toujours des grincements dedans, notamment dans le rang des opposants. Oui, bon, il n'y a pas de réforme sans grincement dedans. Je pense que tout le monde n'a pas pris le point de départ au même moment. C'est ce qui complique un peu les choses aujourd'hui. Quand ces réformes-là ont été entamées, ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. Et je veux rappeler juste au passage que ces réformes-là ont été appelées, demandées, souhaitées depuis fort longtemps. On ne va pas revenir sur ça, chacun de nous le sait. Mais après, il faut passer à l'action, ce qu'on n'a pas eu le courage de vraiment faire par le passé. Nous avons eu la chance que le président Patrice Talon, a accompagné la classe politique donc, dans cette volonté de réforme du système partisan et d'assainissement donc, du jeu de la classe politique au Bénin. Nous y sommes allés. Alors, donc, quand on a la volonté et qu'on décide d'y aller, il faut des éléments de contenu. Sur ces éléments de contenu, nous ne sommes pas d'accord. Et quand dans la cité, nous ne sommes pas d'accord, comment on fait? On s'entend, on dialogue. On a fait des séminaires sur les textes et tout. On en a discuté au Parlement, dans les réseaux sociaux, un peu partout. Mais après, il faut prendre une décision. Il se fait simplement que le plus grand nombre, et le plus grand et vraiment grand nombre, décide d'aller dans un sens et une minorité estime qu'il ne faut pas ce sens. En démocratie, qu'est-ce que l'on fait? On est obligé d'aller dans le sens de ce qu'indique le plus grand nombre. Alors la question qu'il faut se poser, c'est ceci. Le sens qu'indique le plus grand nombre, est-ce que ça permet de régler les problèmes identifiés ou pas? Oui, ça permet de régler les problèmes identifiés. Encore que quand on s'est entendu et que, bon, maintenant, la minorité ne l'a pas emporté dans les débats et qu'on sort, il ne faut pas se bloquer, s'arc-bouter pour dire que nous refusons d'évoluer tant que ce n'est pas notre décision qui est passée. C'est ça. Nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences donc, de ce qu'on a eu à faire en ces moments. Mais cela dit, nous n'avons pas dormi là-dessus. Nous sommes ensemble, nous sommes entre Béninois. Il faut toujours continuer à chercher des solutions et à évoluer. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu le dialogue politique que nous avons organisé. Il y a eu les élections
en 2019 qui ont révélé quelques difficultés majeures. Nous sommes allés dans un dialogue politique. Dans le temps, 11 partis, je crois, étaient... Même si on nous reproche que tous les partis politiques n'étaient pas représentés. Non, tous les partis ont été invités. Moi, j'ai eu l'honneur d'être l'un des 2 rapporteurs, paix à son âme. Nous étions 2, le second, paix à son âme, il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Alors, donc, je crois que 11 partis étaient régulièrement constitués, puisque c'est les partis politiques qui ont été invités à ce dialogue politique. Il y a eu 2, je crois, qui ont décidé de ne pas y participer, de ne pas y aller. C'est leur droit, nous sommes en démocratie. Mais les 9 autres se sont entendus sur un minimum. Il y a eu des points d'accord dans ce dialogue, il y a eu des points donc, de divergence. Nous avons convenu de mettre dans le rapport que nous avons présenté au chef de l'État la synthèse des points d'accord et le détail des points exprimés par chacune des parties prenantes, mais qui n'ont pas requis le consensus. Ce qui vous a conduit à vous retrouver à l'Assemblée nationale, à réviser la Constitution, à revoir un peu les lois électorales. Ce qui nous a conduit à opérationnaliser les points d'accord issus du dialogue politique. Un an après le dialogue politique, quel bilan faites-vous? Est-ce que vous avez senti que les frustrations sont passées et que maintenant on a une vision commune du Bénin? Les frustrations ne peuvent pas disparaître. Moi-même, vous avez dit que je suis dans le système, j'accompagne le système, mais j'ai mes frustrations. Donc les frustrations... Vis-à-vis du système? Vis-à-vis d'un certain nombre de choses. J'ai mes frustrations. Donc vous avez demandé si les frustrations sont éliminées totalement. Il ne peut pas avoir une cité, surtout une gouvernance axée sur les réformes qui ne crée de frustration. Avant que la question des frustrations ne soit évoquée, c'est sur le bilan du dialogue politique, le bilan des réformes qui ont été mises en œuvre que Christian Adamedian vous adresse la question. Parlons-en, justement. Oui, justement, nous avons été aux élections législatives. Je dis qu'il y a eu quelques difficultés. Nous sommes allés au dialogue et il y a eu des recommandations. Je crois qu'il y a eu autour de 6 recommandations essentielles. Et il y a une première recommandation qui vise à alléger les formalités au niveau du ministère de l'Intérieur, ce que nous avons consolidé par la réforme de la charte des partis politiques, ce qui a profité aux partis qui ont décidé de se mettre en marge du processus et qui sont en train de le faire aujourd'hui. Il y a eu la refonte du code électoral qui a permis, par exemple, de permettre aux partis politiques de corriger leurs dossiers, ce qui n'a pas été possible quand on a été aux législatives. Il y a eu des questions majeures dans le dialogue politique qui ont visé à instituer des élections générales. C'est-à-dire que les élections nous coûtent tellement cher que nous avons décidé au dialogue politique de faire en sorte qu'il y ait une année électorale où nous organisons les élections communales et législatives et dans la même année et juste après les élections présidentielles. Ça a mené à la révision de la Constitution. À la révision de la Constitution. La question donc de la représentation du peuple par les femmes nous ont amené à ce genre de choses. Il y a eu des recommandations allant dans le sens de la relecture du statut de l'opposition. Et voilà ce qui a été fait par la loi sur le statut de l'opposition. Il y a eu des recommandations allant dans le sens donc, du financement public des partis politiques. Et une loi a été prise au Parlement et le gouvernement a suivi. Et aujourd'hui, et pour le reste de l'année, il y a une cagnotte d'1,5 milliard qui... Mais justement, il y a eu des recommandations, allant dans le sens de l'apaisement, de l'assouplissement à travers donc l'amnistie accordée à ceux qui ont été impliqués dans les événements, dans les violences relatives aux législatives. Donc, je pense que les résultats issus du dialogue politique sont mis en œuvre et nous avons eu beaucoup d'avancées. Mais maintenant qu'il y ait encore des frustrations, bon, je peux comprendre, mais voilà. Vous avez évoqué la loi sur le financement public des partis politiques et même cette cagnotte de 1,5 milliard de francs CFA mise à disposition des partis politiques. Des frustrations ont été justement exprimées à la suite de la distribution de cette cagnotte.
ou du moins des clés de distribution qui ont été annoncées par la Commission électorale nationale autonome. Est-ce que vous comprenez que les partis politiques ayant pris part au dialogue politique, ceux qui ne sont pas invités à obtenir une partie de cette cagnotte, soient aujourd'hui quelque peu frustrés? Je comprends les frustrations. Vous savez, le financement de la politique, c'est difficile, c'est cher. Et nous savons tous que nos cotisations et autres ne permettent pas de faire vivre vraiment un parti politique. Moi, je suis venu de la société civile. Vous êtes journaliste, on sait. Quand moi j'étais au corps de la société civile, les journalistes peuvent bien couvrir votre événement, et puisqu'on se dit que c'est du social, c'est des actions citoyennes et qu'on sort. Mais dès que vous devenez parti politique pour la même opération, les maisons, les organes... Non, vous ne faites plus la même opération. Voilà, les organes, mais voilà, mais c'est peut-être pour le même but, mais le vent dit, vous êtes un parti politique, allez, donc vous devez checker. Donc tout ça, c'est difficile. La formation des militants, mettre en place des structures. Vous savez combien de villages nous avons au Bénin. Si vous décidez de faire une activité par village, si vous décidez de faire une activité par arrondissement, ça coûte cher. C'est pour ça que l'aspiration des partis politiques, c'est de faire en sorte que donc, le gouvernement, donc l'argent public, puisse aider un peu, étant entendu qu'au cœur de la démocratie, au cœur des choses au Bénin, on a dit que c'est les partis politiques. Mais cela dit, notre État n'est pas suffisamment riche pour donner de l'argent à tous les partis. À la veille de la révision de la charte des partis politiques, mais imaginez, nous avions 297 partis politiques en lice. Il est vrai que les 297 partis ne sont plus tous vivants. Il y en a dont les géniteurs sont décédés, il y en a qui ne sont plus actifs. Mais l'un dans l'autre, c'est énorme le nombre de partis. Si l'on doit prendre l'argent public à distribuer à tout ce monde-là, c'est pour ça que dans les mécanismes, il a été prévu que ce soit les partis les plus représentatifs. C'est vrai que j'ai écouté certaines personnes dire que oui, au dialogue politique, nous avons dit qu'il fallait que tout ce qui était constitué en ce moment puisse en profiter. Mais ça n'a pas été objet de consensus, ça a été dit. Ce genre d'éléments, ça a été mis donc, dans les préoccupations donc, isolées des partis ou de l'autre. Donc, ça a été dit. Donc, moi, je peux comprendre, mais qu'on comprenne aussi que l'argent public, il faut des règles qui soient mises en œuvre. Ces règles-là ont été édictées. C'est comme ça aujourd'hui, ça peut changer demain, je n'en sais rien. Mais... Alors, puisque c'est une expérience Orden à la Dati, pourquoi ne pas, pour une toute première fois, faire profiter cet argent-là aux autres formations politiques, quitte à ce que, bon, les années à venir puissent remplir les conditions nécessaires et dictées par la loi pour bénéficier de ce financement public-là? Vous savez sur quelle base le gouvernement, le président de la République doit faire les choses? C'est sur la base des textes. Et le test n'est pas prévu sur des situations de détail. C'est vous qui avez travaillé sur le test, c'est vous qui l'avez étudié à l'Assemblée nationale, c'est vous qui l'avez voté. Pourquoi, tout au moins, pour cette fois-ci, vous n'avez pas choisi et préféré de tout au moins contenter les autres, quitte à ce que, bon, pour les prochaines fois, on puisse revoir les tests écorcés? Contenter les autres suppose aussi des critères. Qu'ils vous souviennent que ces tests-là ont été pris avant qu'on aille aux élections communales. Mais vous savez que dans le pays, nous disons tous des partis d'envergure nationale. Comment voulez-vous que nous puissions savoir ceux qui n'auront pas les 10% déjà à l'occasion des élections communales et dire que puisque vous étiez déjà constitués et que nous sommes convaincus que vous n'êtes pas d'envergure nationale, on va vous prévoir une cagnotte. On se dit que nous sommes tous grands et que à l'occasion des communales, par exemple, donc la plupart des partis, puisque tout le monde se dit d'envergure nationale, tout le monde aura les moyens. Donc, mais je me souviens, honorable, il y avait le parti UDBN qui avait demandé une année transitoire. Au cours de cette année transitoire, faire une distribution un peu équitable de cette cagnotte-là, de manière à ce que tous les partis politiques puissent quand même se sentir pris en compte à l'issue de ces débats-là. De quelle cagnotte vous parlez? Le gouvernement n'a pas mis en place une cagnotte et a dit aux partis politiques, arrangez-vous pour vous partager la cagnotte. Le gouvernement a donné suite à une décision du dialogue politique qui a visé à mettre en place un mécanisme de financement public des partis politiques. Au dialogue politique, c'est vrai que certains ont proposé qu'il y ait une mesure transitoire et qu'on sort, mais ça ne faisait pas partie donc des recommandations consensuelles. Et ce sont les recommandations consensuelles qui ont été opérationnalisées et le gouvernement a donné suite aux recommandations consensuelles.
Et je vous dis, quand on faisait ces recommandations, aucun parti ne pouvait savoir s'il serait en rade donc, de cette cagnotte ou pas. On ne pouvait pas savoir, puisque nous avions dit que c'est au prorata des députés et au prorata donc, des élus communaux qu'on aura la cagnotte. Mais comment voudrez-vous qu'on sache ceux qui, au finish, ne pourraient pas être élus donc, à cette cagnotte? On ne pourrait pas le savoir. Donc si aujourd'hui certains ne l'ont pas, demain ils l'auront. Donc c'est ce que je crois. L'essentiel visé par ces réformes-là, c'est que les partis se consolident. Les partis essaient d'avoir vraiment une représentativité, une envergure nationale, et je pense que chacun pourrait avoir accès à l'avenir. Alors, premier, au niveau, après les législatives, premier, après les communales, le parti Union Progressiste, votre parti, certainement va tirer le gros lot de la cagnotte. C'est 1 milliard 500 millions. Nous avons... Les calculs ont été faits déjà, vous savez combien ça va être? Oui, pense que ça va être autour de 700 millions, je crois, puisqu'il y a 40% de financement public qui sera réparti au prorata des députés et 60%. Vous voyez? Et c'est ça la bonne fois aussi. On a dit 60% pour une élection qui n'avait pas encore été organisée. C'est en espérant qu'il y ait beaucoup plus de partis qui franchissent ce seuil-là. Donc 60% de la cagnotte au prorata du nombre d'élus communaux. Donc l'un dans l'autre, quand vous prenez chacune des parts, je crois, la Sénat doit être en train de faire son travail. Ça doit être autour de 700 millions de francs CFA. À quoi va servir cet argent au sein des partis politiques? À quoi allez-vous le destiner? Personnellement, moi j'ai assisté à des échanges entre acteurs politiques au cours desquels les représentants au plus bas niveau estimaient que le moment était venu que cette cagnotte puisse être distribuée de manière à ce que chacun puisse en avoir une part. Comment allez-vous gérer cet argent? Regardez, nous avons procédé, pour ce qui concerne l'UP, je ne suis pas venu parler vraiment, mais pour ce qui concerne l'UP, nous avons lancé un processus de distribution des cartes de membres la fois dernière, un processus qui va aboutir à la mise en place de nos cellules. Et les cellules, c'est tous les quartiers et villages du Bénin, les cellules. Quand vous remontez, nous avons les sous-sections. Les sous-sections, c'est au niveau des arrondissements. Et les sections au niveau des communes. Nous avons 77 communes au Bénin. Nous, la carte politique de notre parti fait que nous avons autour de 120 communes, 120 sections, 120 communes politiques. Si vous envoyez 100 000 francs dans ce processus, parce que si vous voulez organiser la mise en place de vos structures de base, vous organisez une assemblée générale dans tous les quartiers et villages du Bénin. Si vous prenez une moyenne de 5 000 quartiers et villages et que vous envoyez 50 000 pour chaque assemblée, faites le calcul. Vous remontez à la session, les 700 millions sont terminés. C'est terminé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas pour aller arroser les populations. L'animation de la vie politique, la gestion et la mise en marche d'un parti politique coûte de l'argent. Et c'est pour ça, quand on a dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique au Bénin et tout, il était nécessaire pour éviter à l'avenir les financements occultes et tout ça, que l'État, le gouvernement puisse accompagner ce processus. Mais la question qui se pose, est-ce que cet argent public, on le donne à tout venant ou bien on met des règles? Nous avons décidé que ce soit par rapport aux partis d'envergure. Il y a certains qui ont pu assurer leur envergure à travers les mécanismes qu'on a mis dans le code 10% et autres. Demain, ça pourrait être d'autres. L'essentiel, c'est que quelqu'un qui a fait une expérience, 2 expériences, qui pense que ça devient difficile, il faut aller se fondre à d'autres aussi, à l'Union progressiste. Je vous ai dit, il y a plus de 80 partis politiques, anciens partis politiques. Je suis en train de faire un travail et vous allez voir. Prenez la liste des partis qui existent et vous allez voir combien ont agrégé leur énergie, qui on peut renoncer à leur superpuissance personnelle et tout pour se mettre ensemble. Je vous jure que ce n'est pas facile de le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas refuser d'aller vers le sens de la marche. C'est un système qui ne nous a pas profité par le passé. Mais pourquoi résister à cela? Les difficultés que nous avons aujourd'hui sont liées au fait que beaucoup de nos compatriotes ont résisté pour dire que ça ne se passera pas. Alors que c'est l'essentiel. Plus de 90%,
je ne m'abuse, des partis politiques existants avant la réforme de la charte des partis se sont mis ensemble, ils sont allés dans la marche. Il y a quelques-uns qui ont dit, nous ne le ferons pas, et ça donne des difficultés. Voilà, bon, alors, c'est notre pays, nous allons nous parler. Une autre loi qui est passée par votre commission, la loi sur le statut de l'opposition, qui doit aboutir à la désignation du chef de file de l'opposition, c'est toujours d'actualité. À quand la désignation du chef de file de l'opposition? Vous qui êtes de la majorité présidentielle et vous qui êtes dans les secrets. Non, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Le statut de l'opposition que nous avons voté indique très bien la marche à suivre. Il faudrait que le parti ait fait sa déclaration d'opposition. Il ne suffit pas de venir sur les plateaux dire qu'on est opposant pour être opposant. Il y a un parti qui l'a fait clairement et qui a même obtenu des élus à l'occasion des dernières élections communales, mais qui, jusque-là, n'a pas encore... Oui, ça va se mettre en place. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui retarde le processus? Je ne suis pas allé dans les choses. Je pense que... Pour cela, la Sénat a un mois dit, la Sénat doit mettre à disposition. Bon, on va voir, il appartient. Nous sommes tous, c'est la démocratie béninoise. Il faut qu'on s'y intéresse et je pense que ça doit suivre. On a voté la loi sur le financement public. Ça ne date pas d'avant-hier. C'est maintenant que c'est mis en œuvre. Ça sera mis en œuvre aussi. Ça sera mis en œuvre. Honorable Ordonne Latine, ces derniers jours, la presse fait état également du changement de la date de fin du mandat du président en exercice, d'où procède l'annonce selon laquelle donc, la prestation de serment du prochain président de la République aura lieu le 23 mai 2021 plutôt que le 6 avril. Vous savez que quand on est allé au dialogue politique, nous nous sommes entendus sur l'institution des élections générales. L'élection générale suppose l'organisation simultanée des élections communales et législatives, puis de la présidentielle dans la même année. Donc, le contenu qu'on a donné aux élections générales au Bénin, c'est que le même jour d'une année qui sera choisie, nous faisons à la fois les élections communales et législatives, puis de façon décalée, mais dans la même année, les élections présidentielles. Ce sont les élections générales. Mais donc, quand on a révisé la Constitution, quand cette décision-là, dans son opérationnalisation, nous avons fixé dans la Constitution, donc l'article 53.2 nouveau, dit que les élections couplées, d'accord, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du jour de janvier de l'année électorale. C'est fixé le deuxième dimanche de janvier. De l'année électorale. De l'année électorale. Les premières élections générales sont prévues pour 2026. L'année où nous aurons à la fois toutes les élections. Donc, en janvier, le deuxième dimanche, c'est déjà connu. Donc, quand vous prenez le calendrier, vous pouvez voir à quoi correspond exactement le deuxième dimanche de janvier de l'année 2026. D'accord. Il est dit que les élections présidentielles sont organisées le deuxième dimanche de la même année. Voilà. Vous prenez deuxième dimanche de janvier. Après, vous avez février. Vous avez mars, avril. Ça fait juste 3 mois. C'est la Sénat qui organise les mêmes élections. Donc, si les élections ne sont pas couplées à la fois toutes, vous ne pouvez pas organiser les communales et les législatives, puis dire que vous allez organiser les présidentielles dans 1 mois. L'arsenal, la logistique, la mise en place des choses, ce n'est pas facile. Donc, il n'y a que 3 mois. Voilà. Mais on va plus loin pour dire que la prestation de serment est fixée pour le 4e dimanche du mois de mai. Donc ça, ce sont des questions cimentées dans la Constitution. Mais dans les dispositions transitoires, on dit que pour les présidentielles, les mesures qui concernent les présidentielles entrent en vigueur à partir de l'élection en 2021, les élections présidentielles qui vont venir. Pourquoi? Et tout ça, non, parce que si on ne le fait pas dès 2021, on ne pourrait pas aligner toutes les élections en 2026. Il n'y a pas eu que ça. Vous avez vu les maires, pas les maires, les conseillers communaux qui ont été mis en place. Ils l'ont été pour 6 ans. Puisque ces élections ont eu lieu en 2020, et puisque nous avons projeté
les élections générales pour 2026, il faut qu'il reste en exercice jusqu'en 2026 pour que nous puissions avoir toutes ces élections à la fois. Les députés en exercice, c'est très délicat, ce mandat qui est constitutionnel, on l'a pas, puisque les députés en exercice vont finir leur mandat en 2023. Ils feront 4 ans. Ils auront fait 4 ans, mais ils auront fait 4 ans tel que prévu. Mais la prochaine mandature de 2023 aura 3 ans. Mais tout ça là, c'est qu'on a dans le viseur les élections générales de 2026. Donc tous les ajustements mécaniques qu'il a pu avoir pour que les élections soient alignées en 2026, c'est ça qui a été fait. Donc la question que vous évoquez là va dans ce cadre et dans ce sens-là. Mais pourquoi l'appliquer à partir de 2021 alors que l'année électorale c'est 2026? Là, je n'ai pas encore de... Mais si vous ne l'appliquez pas et que c'est décalé, alors que c'est cimenté, le moment précis, il faut organiser les élections en 2026, vous allez décaler les choses. Vous allez tout décaler. Puisque si les mandats ne sont pas alignés à partir d'une année, et l'année de référence là, c'est 2026. Et c'est pour ça qu'il faut commencer, vous savez, en 2021, c'est un duo qui sera élu. C'est un duo qui sera élu. Vous savez pourquoi un duo sera élu? Vous prenez un président de la République en 2021. Pour une raison ou pour une autre, le président de la République, sur le temps, n'est plus disponible jusqu'à la fin du mandat. La Constitution demande, s'il ne l'avait pas révisé, demande s'il n'y avait pas un duo. Avant, c'était le président du Parlement, il a un certain nombre de jours pour organiser les élections. Quand il va le faire et qu'un nouveau président sera élu, mais lui sera élu pour son nombre entier de mandats. Donc, du coup, vous n'aurez plus sur le temps l'année électorale cimentée dans la même constitution. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des mécanismes qui font que un président élu, lorsque pour une raison ou pour une autre, il n'arrivait pas à atteindre le terme de son mandat, que ça ne bouscule pas l'année électorale. Voilà un peu l'idée générale qui a sous-tendu les réformes de ce point de vue. Alors, donc, les mécanismes un peu d'ajustement par ça, c'est ça qui a amené. Donc, alors que face à cette contexte, c'est des questions de troisième mandat et tout ça, nous en sommes là. Si nous en sommes là, c'est parce que, bon, quand même, les choses avancent. C'est garanti que cette constitution restera en l'état jusqu'en 2026 ou peut-être en cours de chemin quand dans la mise en œuvre des différentes réformes apportées, on rencontrera des difficultés, on peut toutefois la retoucher, la constitution. Moi, je ne peux pas parler au nom de toute une nation, de tout un peuple. Quand je dis une nation, c'est le peuple qu'on peut interroger dans son ensemble et c'est la représentation nationale qui, dans certaines conditions, peut être amenée à jouer son rôle de représentation nationale. Ce n'est pas encore d'actualité et puis donc on ne va pas se laisser aller à des conjectures. Laissons le temps au temps. D'accord. Vous avez parlé du duo présidentiel ou du ticket présidentiel à partir de 2021. Et toujours à partir de 2021, la question de parrainage qui anime les passions depuis un bon moment. Alors cette polémique, est-ce qu'elle a sa raison d'exister? Bon, puisque, si on dit, je ne sais pas s'il y a une polémique, mais il y a des concitoyens qui opinent là-dessus. Et il y a certains parmi les politiques qui estiment qu'il faut sauter ce verrou de parrainage, parce que c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué. Bon, c'est compliqué, je ne crois pas, mais peut-être, puisque bon, je ne peux pas me mettre à la place des autres, c'est eux qui apprécient. Mais vous savez que c'est une question discutée, et ça fait partie de ce que je dis. Dans un pays, on a un problème qu'on a identifié. Comment on fait pour solutionner les problèmes? Il peut y avoir 1000 approches. Dans ces 1000 approches, il faut en sélectionner et en retenir. Et donc, il faut avancer et retenir. Pour retenir une approche, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on discute, on dialogue. Nous l'avons fait. Nous avons discuté, nous avons échangé. Mais quand on a fini de faire ça, et qu'une approche prend le dessus, il faut y aller et évaluer. Mais ce qui se pose, c'est que certains disent cette approche, qui même, c'est le consensuel, ne doit pas s'imposer. Je voudrais faire remarquer que le consensus n'est pas l'unanimité. À la conférence nationale que tout le monde clame aujourd'hui, mais il n'y avait pas l'unanimité. Oui, c'est vrai, mais ce qui... Mais il y a certains partis que je suis aujourd'hui, qui brandissent abondamment la conférence nationale,
alors qu'ils ont boycotté la conférence nationale. Oui, justement, ce qui fait débat, oui. c'est la qualité des parrains. Oui. Quand on prend l'Assemblée nationale aujourd'hui, dans son état actuel, il n'y a que 2 partis politiques, D'accord. l'Union progressiste, le Bloc républicain, D'accord. qui sont tous 2 soutiens du chef de l'État. Quand on descend au niveau des conseillers communaux, des communes, des maires par exemple, il n'y a que 3 partis politiques. L'UP, le BR qui se retrouve là, en force également, avec un parti de l'opposition qui n'a pas la chance d'avoir. D'accord. Voilà. Je peux comprendre cette crainte des concitoyens. Je peux la comprendre, cette crainte. Allez, donc nous avons procédé par hypothèse. En 2021, le président Patrice Talon n'est pas candidat. C'est une hypothèse. Oui, allons-y. Est-ce que le même problème se poserait à vous? Je crois que c'est non. Puisque le BR, l'UPSCBE ne sont pas les mêmes. À supposer que dans la perspective donc de 10% des parrains, que ce soit l'UP et le BR, ce n'est pas les mêmes partis, c'est 2 partis différents. Donc prenons l'autre hypothèse, il est candidat. Mais le parrainage est libre. Alors, contrairement aux élections communales et législatives, où c'est des scrutins de liste, où ce sont les partis politiques qui produisent des listes de candidats, au présidentiel, c'est un candidat face à son peuple. Et je voudrais préciser, parce que quand j'écoute mes concitoyens, certains pensent que le candidat doit nécessairement provenir d'un parti politique, mais faux. Monsieur Christian, attendez bien, vous pouvez être candidat si vous remplissez les conditions. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'un parti politique avant d'être candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Ni en tant que candidat au président, ni candidat à la vice-présidence. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'un parti politique. Il faut le savoir, ça. Mais cela dit, les partis politiques, par rapport à leur mécanisme interne, peuvent désigner un candidat. Ils peuvent le faire, ça. Mais quand ils ont désigné le candidat, mais le parti s'efface. Et c'est le candidat désigné qui se projette devant son peuple. Je pense que c'est le premier niveau de clarification. Les partis, ce n'est pas les partis qui proposent un candidat à l'élection présidentielle. C'est les individus qui vont face au peuple. Maintenant, les parrainages. Il n'est pas dit dans les textes. Donc là, nous allons mettre le droit et peut-être la politique. Donc, du point de vue du droit, chaque député à l'Assemblée nationale, chaque maire du Bénin est libre de donner son parrainage à qui il le veut. Maintenant, la crainte de nos concitoyens que je comprends, étant entendu que les 2 partis majeurs dans le pays aujourd'hui soutiennent, donc les 2 partis soutiennent donc le président en exercice, au cas où le président en exercice serait candidat à sa succession, est-ce que ces 2 partis-là ne seront pas, ou bien les députés et les maires de ces 2 partis n'auront pas l'injonction de leur parti d'avoir simplement tous à donner leur parrainage à un seul candidat? Ce n'est pas possible. Nous sommes en démocratie et je crois, en tout cas pour ce qui concerne l'UP, les débats internes que nous faisons aujourd'hui sont dans le sens total de l'apaisement et de l'ouverture. Vous l'avez dit, hein? Sont dans le sens de l'apaisement et de l'ouverture. Les débats que nous faisons à l'interne à l'UP, et nous discutons entre nos parlements, et je crois que ce débat-là aussi a cours au niveau du BR, sont totalement dans le sens de l'ouverture. Et le parti ne peut pas me contraindre. Si, par rapport au communal et aux législatives, la prééminence donc, des partis politiques a été affirmée, mais pour les présidentielles, je dis que c'est un candidat face à son peuple. Oui, et la loi dit que les parrains, ce sont les élus. Et les élus qui sont soit députés, soit maires. Donc ce serait totalement libre. Honorable Odin Ladati, le candidat face à son peuple, certes, mais ceux qui vont lui accorder ce parrainage, ce sont des élus provenant de partis politiques qui, peut-être eux-mêmes, ces partis-là, auraient procédé à un choix. L'orientation d'un acteur politique, membre d'un parti politique, député ou maire, est connue à l'avance. On sait très bien que si vous êtes arrivé à cette fonction-là, c'est parce que vous avez manifesté votre appartenance, vous avez manifesté votre fidélité à ce parti politique. Est-ce que du jour au lendemain, vous avez le droit pratiquement d'aller choisir un candidat qui provient de l'opposition et qui pourrait éventuellement conduire à la défaite du candidat de votre parti? Merci.
Ça peut se faire. Parce que si nous sommes partis politiques, c'est parce que nous sommes en démocratie. Et il faut laisser s'exprimer la démocratie. Il n'y a pas de raison pour que la démocratie ne s'exprime pas. Et ce que vous dites là, si c'était même beaucoup plus ouvert, j'allais comprendre. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un pays comme le Bénin, on en ait à avoir un seul candidat? Parce qu'in fine, c'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les partis qui vont donner ce genre d'indications vont travailler contre eux-mêmes. Et bien, si même un parti va en assemblée décider cela, mais au nom de la démocratie, je pense que c'est une décision qui sera fortement violée. Et mais il y a beaucoup parmi vous qui parlent de discipline de groupe. Qu'est-ce qu'on en fait à ce moment donné, à ce moment précis là, sur la question du parrainage? Alors la discipline de groupe s'efface. Mais le parti, c'est qui? Oui. Le parti, c'est nous. Mais le parti, ce sont les membres du parti, dont les députés, dont les maires. Je crois que les députés et les maires ne laisseront pas prendre tel genre de décision. Parce que pour qu'on parle de discipline du parti, il faut qu'il y ait une décision du parti auquel donc le membre doit se conformer. Et je vous dis qu'il n'est pas possible. Moi, je combattrai. Mais ça nous rappelle une récente actualité liée à la désignation des maires. Est-ce que ce n'est pas le défaut de discipline de groupe qui vous a amené, vous députés à l'Assemblée nationale, à interpréter si, et je vous l'ai dit, la loi, que les communales, c'est un scrutin de liste. C'est le parti qui porte les candidats. Vous n'avez pas pu être candidat au communal sans être présenté par une liste. Mais la grande différence, c'est que ce n'est pas le parti qui vous présente aux élections présidentielles. C'est la grande nuance qu'il faut que les gens fassent. La prédominance des partis politiques est surtout affirmée au niveau communal et au niveau législatif. Puisque nous sommes membres d'un parti, la question du parrainage, nous allons en discuter. Nous allons recevoir des conseils. D'accord? Mais il ne peut pas avoir une décision du parti. Ça sera anticonstitutionnel. Si un parti se réunit demain et sort une déclaration intimant l'ordre à ses élus d'avoir à parrainer tel ou tel, je crois que ce sera anticonstitutionnel. En même temps, Ordin Ladati, il y a ce risque-là que certains acteurs politiques évoquent également, que les partis politiques aujourd'hui décident, choisissent les adversaires de celui qui sera leur candidat, c'est-à-dire que des adversaires qui n'auraient pas suffisamment de chances de battre leur candidat. Mais chacun aura son sésame. Comment les partis peuvent le faire? Moi, je décide de donner mon parrainage à qui je pense pour permettre, ne serait-ce que pour permettre la compétition. Pourquoi? C'est la compétition électorale. Après, nous estimons que ceux qui sont en face, ils s'organiseront pour avoir les parrainages. Et il faut qu'ils aillent discuter. Ça peut ouvrir également le champ à de la corruption électorale, à l'achat de parrainage. Malheureusement, c'est pour ça. Et vous assumez que... Je n'assume pas. Nous voyons. Et les conseils que nous recevons vont, entre autres, dans ce sens. Parce que je vous ai parlé de conseils. Il ne faut pas se laisser aller à ça. Il ne faut pas se laisser, évidemment. Je pense qu'il faut pouvoir dénoncer cela, mais permettre la démocratie. Vous savez, en France, les Le Pen ont pu participer au présidentiel à cause donc de soutien massif apporté par des partis. Oui. Ce genre de choses se fait au nom de la République, de la démocratie. On a atteint le niveau de maturité de la démocratie française. Nous sommes en cours, Moi qui suis ici, j'ai bien l'intention de donner mon parrainage à quelqu'un qui a une voix dissonante. Ça, je parraine, ça ne veut pas dire que je soutiens. Il faut que les concitoyens aussi fassent la nuance entre le parrainage et le soutien à un candidat. Je peux vous parrainer pour dire, allez montrer au peuple ce que vous valez. Monsieur Adedjan, question, je veux, moi, au nom de la démocratie, vous permettre d'aller montrer au peuple ce que vous représentez, ce que vous êtes. Je vais vous donner cette opportunité, quoique je ne sois pas d'accord avec votre projet. Parce que je suis convaincu que votre projet ne passera pas. Je vous donnerai l'occasion d'aller vendre votre projet. Et moi, Ordin Ladati, j'ai bien envie de donner, moi, mon parrainage à quelqu'un qui, par exemple, dans son projet de société, si j'avais accès au projet de société avant, à quelqu'un qui, dans un projet de société, va dire, par exemple, que les grandes réformes
que le président Talon est en train de faire, que lui, quand il va venir, il va tout balayer et faire autre chose. La régulation, par exemple, du droit de grève, par rapport auquel on nous attaque pour dire que privation de liberté et tout. Moi, je voudrais voir un candidat qui vienne sur les plateaux pour dire que dans le domaine de la santé, par exemple, lui, il doit laisser les grèves continuer à se faire comme on l'a dénoncé par le passé. Voilà. Si moi je trouve un tel candidat, moi je serais très tenté de lui permettre d'aller défendre ce projet et de voir comment les concitoyens... Voilà, et justement par rapport au parrainage, nous avons suivi les explications de la Sénat qui a rencontré les représentants des partis politiques pour leur porter l'information. On parle d'une fiche qui sera adressée à chaque parrain et cela se fera donc dans l'anonymat. Alors, est-ce que ça reste, ces explications de la Sénat, l'esprit même, ça reste dans l'esprit de la loi, de l'article qu'il évoque? Ce qui est fondamental dans la loi que nous avons votée, c'est que les parrainages sont donnés par les élus, députés et ou maires. Et c'est eux, individuels, ce n'est pas les partis. Si les modalités de la Sénat consacrent cela, je trouve que c'est l'esprit. J'ai écouté certains dire que les parrainages seront délivrés aux partis politiques. Je ne crois pas, ce n'est pas vrai. La loi n'est pas dit ça, c'est des individus. Les partis n'apparaissent pas là, dans la formulation de la loi. Mais maintenant, les modalités pratiques empreintes à mettre, ce n'est que des modalités pratiques qui consolident. Ce qui n'est pas aliénable, c'est le fait que la Sénat puisse, par exemple, au lieu de donner donc, la fiche de parrainage à chaque élu, que la Sénat, par exemple, appelle les partis politiques et leur transfère la fiche. Déjà, très bientôt à l'Assemblée nationale, nous avons une séance d'écoute. La Sénat viendra pour expliquer aux députés comment ça sera. Vous avez vu pour les autres élections et tout le reste des processus, la Sénat s'est adressée aux partis politiques. Et aujourd'hui, la Sénat ne s'adresse pas aux partis politiques. La Sénat s'adresse aux parrains et s'adressera aux parrains. Alors, il y a cette question de l'anonymat ou de la sécurité du parrainage qui se pose également. On sait très bien que, étant donné que la fiche sera remplie par un acteur politique, il aura son nom et toutes les informations. Est-ce que cet anonymat est garanti? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour un parti, pour un chef d'État de savoir lequel de mes partisans est allé soutenir tel candidat de l'opposition qui vient me mettre en difficulté? Je pense que le chef de l'État l'a toujours affirmé. C'est pour ça qu'il a reçu abondamment les partis, les acteurs politiques. C'est pour qu'il y ait l'apaisement dans le pays. Et c'est pour consolider la démocratie. Je ne crois pas que le chef de l'État puisse travailler à mettre en mal la démocratie dans le pays. Et ceux qui soutiennent aujourd'hui le chef de l'État pour permettre la démocratie devraient permettre à d'autres expressions de s'exprimer. L'essentiel, moi, je voudrais demander à mes concitoyens de ne pas s'accourter. Ceux qui désirent être candidats n'ont qu'à en informer le peuple, en informer l'opinion et aller à la quête de parrainage. Nous sommes tous des Béninois. Des élections puis, inclusives, voilà. Donc. Par exemple, moi, personne ne m'a encore appelé pour dire, ordonne à la datine, soit nous sommes des amis, soit j'aimerais. Mais moi, je dis sur le plateau que moi, je suis totalement ouvert par rapport, mais malheureusement, j'en ai un seul, parce que je peux parrainer qu'un seul duo, malheureusement. Mais personne ne m'a encore contacté dans ce sens. Et je pense qu'il ne faut pas se bloquer, il faut s'ouvrir, parce que c'est possible. C'est possible parce que nous ne pouvons pas, à l'occasion des prochaines présidentielles, avoir un seul candidat. Ce n'est pas possible. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot? Non, le dernier mot, c'est dire que les réformes, il n'y a pas de réforme que tout le monde applaudit. L'essentiel, c'est de se mettre. Il y a certains partis ou certaines personnalités politiques qui ont violemment attaqué ces réformes. Aujourd'hui, nous avons une évolution, ça s'apaise. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Allez se conformer. Vous vous conformez, vous rentrez dans la légalité républicaine. Et le combat politique ne se fait que sur le champ républicain. Il n'y a pas de combat politique qui se fasse en dehors de la République. Et qui dit République dit État de droit, dit norme.
Tant que nous sommes dans un état de droit dans les normes, il faut rentrer dans cette légalité. Je voudrais dire par rapport à la question que vous évoquez, le parrainage, je trouve que les dispositions sont très claires. Le parrainage, il est libre, c'est chaque député ou maire qui apporte son parrainage. Et donc, que ceux qui désirent et ceux qui pensent qu'ils sont en capacité de conduire ce pays les 5 prochaines années, qui n'hésitent pas à aller. Et moi, j'écoute certains députés et même certains maires, et je vois l'état d'esprit que les gens, a priori, ne se bloquent pas. Orden Aladati, acteur politique, député à l'Assemblée nationale, élu du Parti Union progressiste et président de la Commission des lois. Vous étiez donc sur ce plateau pour analyser avec nous l'actualité politique nationale. James William Ouagidi, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci à vous.